Voilà donc pour cette intervention d'une dizaine de minutes du président de la République. Unité, force et espérance. Ce sont les trois vœux du président lors de cette allocution avec moi pour commenter ce moment. Hélène Rouet, journaliste au JDD. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Elliot Maman, journaliste et chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également avec nous Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Que retenir, Arthur Delaborde, de ces 10 minutes présidentielles avec un président assis, avec donc derrière lui un sapin, quelque chose d'extrêmement sobre, c'est ce qu'avait promis l'Élysée. Exactement, Emmanuel Macron qui nous a livré assez peu de surprises en réalité par rapport à ce que son entourage avait pu nous dire de ses vœux. Il a donc insisté sur l'année 2026 qui doit à ses yeux être une année utile, évidemment alors qu'il est affaibli, notamment sur le plan national avec une cote de popularité au plus bas. Il nous annonce 3 chantiers qui, quelque part, c'est la trace qu'il veut laisser après cette dernière année complète de son deuxième quinquennat. La régulation des réseaux sociaux, le chantier de la fin de vie il l'a rappelé d'ailleurs, lancé quand même en 2022 et qui n'a toujours pas abouti. Et puis le chantier pardonnez-moi, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je l'ai évoqué, les réseaux sociaux. fin de vie. Et le troisième, c'est le service militaire. C'est le service militaire, évidemment. Merci. Service national. Oui, national, pardon. Donc peu de surprises, une volonté de lutter contre le French bashing, avec en insistant notamment sur une économie qui tient selon lui, le pays qui tient, un appel à la cohésion, et puis évidemment ce volet international, alors que le 6 janvier se déroulera donc cette réunion de la coalition des volontaires où les Européens doivent se mettre d'accord sur les garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, assez peu de surprises finalement dans l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a quand même été relativement court, 9 minutes à peu près. C'est un petit peu plus, oui, effectivement. Lui qui nous habitue parfois à dépasser le temps. Dans la sobriété, effectivement, pour cette allocution. Alors, il y a un autre chantier qu'il a évoqué, mais très rapidement, celui de la décentralisation. Hélène Rouet, est-ce que avec une si petite marge de manœuvre et si peu de temps, un tel chantier peut être mené par le président? Non, ça semble très compliqué, même si, comme vous l'avez rappelé, il précise une année utile. Moi, j'ai le sentiment que dans ses vœux, il y a vraiment, il y a pas beaucoup d'annonces. Je m'attendais, pour être honnête, à un petit peu plus d'annonces, que ce soit sur le volet international ou sur le volet intérieur. Je note quand même qu'il a, contrairement à ce qu'il nous avait fait à d'autres années, il a nommé certaines choses, comme l'insécurité, comme reprendre le contrôle de nos frontières, qui figurent quand même parmi les priorités aujourd'hui que les Français veulent. Oui, l'incivilité, vous l'avez dit, le pouvoir d'achat aussi. Donc effectivement, il a quand même coché certaines cases. Alors, il ne s'est absolument pas attardé, en revanche, je trouve, sur un bilan de 2025. Certains disaient peut-être qu'il allait essayer, de remettre de l'optimisme, de dire que 2025 avait été une bonne année, etc. Bon, il s'est visiblement ravisé et il a décidé de ne pas passer trop de temps sur 2025, ce qui était, à mon sens, un choix relativement judicieux. Elliot Mamad, votre premier sentiment? Oui, c'était une intervention lyrique mais resserrée, ce qui peut sembler contradictoire puisque généralement Emmanuel Macron nous a habitués au lyrisme, certes, mais également à prendre son temps. En l'occurrence, on voit qu'il est resté lyrique parce qu'en réalité, entrer dans la substance de toute proposition politique semblait totalement inconséquent puisqu'il n'a plus la moindre prise sur le cours des choses et que, c'est vrai, on pouvait s'attendre à ce qu'il se focalise éventuellement sur l'international qui reste plus ou moins son domaine réservé. En même temps, je pense qu'il commence à avoir plus ou moins compris que les Français voient que la focalisation d'Emmanuel Macron sur les questions internationales sont aussi pour lui une stratégie d'évitement, d'échappatoire par rapport aux souffrances que peut endurer le pays. Et d'ailleurs, c'est peut-être également pour cela qu'il a moins que ce à quoi on s'attendait, moins que les premiers bruits qui avaient filtré dans la presse par rapport à son intervention où on s'imaginait qu'il pourrait faire une espèce de perspective de ce qui s'est passé en 2025, notamment en insistant sur les chiffres
chiffres de la croissance qui ne sont pas aussi mauvais que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il ne l'a pas véritablement fait en définitive. Peut-être que c'est aussi parce qu'il sait que précisément sur ces sujets-là, il y a une déconnexion totale entre les chiffres officiels, ceux qui peuvent remonter à Bercy, et ce que le pays réel, entre guillemets, peut véritablement comprendre, souffrir, ce qui peut représenter la souffrance du pays réel. Et donc, en définitive, dire aux Français non, vous n'êtes pas en difficulté économique, c'est juste que vous n'avez pas compris, c'est quand même un message un peu compliqué à faire passer. Alors, il s'est très vite tourné finalement vers l'international dans cette allocution, et il termine par cette phrase: résister à l'ère du temps parce que nous sommes français. Il a clairement, Hélène Rouet, acté un monde qui change et une remise en cause de l'ordre international. Oui, absolument. Et alors pareil, je m'attendais, je vous avoue, à ce qu'il passe un petit peu plus de temps sur l'international. Alors là, en l'occurrence, il a fait une petite annonce avec la réunion du 6 janvier. Bon, on était déjà plus ou moins au courant. Je note aussi assumons la préférence européenne. Je note aussi que on s'attendait pas forcément à cela de sa part. C'est sûr que dès qu'on place préférence avec une nationalité juste derrière, en réalité, il y a beaucoup de cris d'orfraie en général qui surviennent. Mais je note que le président a quand même prononcé cette phrase. Et puis vers la fin, comme Elliot le disait, il y a beaucoup de lyrisme, beaucoup de mots. Si vous voulez, on parle parfois de la manière dont on superpose des mots qui ne veulent rien dire. C'est superfétatoire, quoi. Non, mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, il a mis beaucoup de mots très beaux. Il parle du beau, il parle de la culture, il parle de solidarité, d'humain, de paix, de liberté. C'est vrai qu'il fait plein de phrases avec plein de mots magnifiques, mais qui en réalité, même si on met 4 mots très beaux superposés, ça fait pas un projet. Alors, ça rappelle évidemment les valeurs de la France et de ce qui fait la société française. Bien sûr, mais c'est vrai que ça ne fait pas un projet de dire qu'il faut se recentrer sur le beau, la culture et être solidaire. Alors, Arthur Delaborde, il a également parlé de la prochaine campagne présidentielle, en disant évidemment qu'il ne ferait pas partie du jeu et que c'est la première fois depuis donc une dizaine d'années qu'il ne sera pas en campagne et qu'il se tiendrait garant quelque part du bon déroulé donc de cette campagne. Et il a clairement parlé d'ingérence étrangère et du risque d'ingérence étrangère. Exactement. Et puis sur le plan politique, il y a quand même cette petite phrase où il dit que en gros il sera au travail jusqu'à la dernière seconde, alors que la plupart de ses opposants, notamment au Rassemblement national, ont appelé... et même de ses alliés d'ailleurs. Exactement, Édouard Philippe et même Gabriel Attal appelaient à la censure et puis à la dissolution, une nouvelle dissolution, voire à une démission du président de la République. C'est pas vraiment étonnant non plus, puisque c'est ce que son entourage a répété déjà depuis des mois, qu'il sera au travail jusqu'à la dernière seconde. Il y a un autre enseignement sur le plan politique qui est là aussi peut être intéressant, c'est sur le budget, où il a fait une courte phrase en appelant le Parlement dès le début de l'année à bâtir un compromis. On sait que ça va être très compliqué, que les semaines qui viennent vont être tendues au Parlement, puisqu'on est très loin d'une configuration où il pourrait y avoir des consensus, des compromis sur ce budget. L'hypothèse du 49-3 qui revient beaucoup, y compris d'ailleurs dans le camp présidentiel, pour faire passer ce budget 2026. Donc Emmanuel Macron joue encore sur cette corde de la responsabilité des parlementaires qu'il a déjà beaucoup utilisée. Est-ce qu'il y croit vraiment? Ça, c'est une interrogation. Alors avant la présidentielle, il y a également les municipales qui ont été évoquées. Emmanuel Macron a salué les élus de terrain. C'est un peu paradoxal quand on sait qu'il ne s'est pas présenté, par exemple, face aux maires, porte de Versailles, lors du congrès des maires, a préféré envoyer Sébastien Lecornu. Comment interpréter évidemment cette câlinothérapie du président pour les élus de proximité? Je pense qu'il n'avait pas trop le choix, étant donné que, comme vous l'avez dit, l'élection va arriver très rapidement. Les maires sont déjà en campagne. Donc effectivement, il n'avait pas le choix que de leur adresser un petit mot, surtout qu'en plus, on voit le nombre de violences envers les élus augmente énormément. Aujourd'hui, c'est très difficile de se présenter à une mairie, c'est très compliqué. Donc, ça demande effectivement beaucoup de sacrifices, et d'autant plus dans certaines villes. Donc je pense qu'Emmanuel Macron, à ce sujet, n'avait pas trop le choix. Moi, je voulais revenir aussi sur un aspect qu'on n'a pas encore trop abordé. C'est le soutien aux agriculteurs. Alors là, c'est bien parce qu'on va pouvoir voir
très rapidement, parce que là, il prend quand même un petit engagement, à savoir protéger les agriculteurs contre des traités qui ne seraient pas justes. Ah bah c'est bien, parce que dans 2-3 semaines, on pourra déjà juger cette petite promesse, donc ça tombe bien. Sans effectivement nommer le Mercosur. Le Mercosur, vous avez raison, il ne l'a pas nommé. Elliot Maman. Oui, point sur lequel d'ailleurs il y aura une négociation à entreprendre avec notamment Giorgia Meloni. Vous savez qu'à la dernière minute, il y a 2 semaines, lorsqu'il s'était agi éventuellement de signer le Mercosur, s'était rallié à la position de la France en rejoignant le camp de ceux qui s'opposaient à la signature de ce traité. Mais en réalité, si Giorgia Meloni le faisait, c'était aussi pour rappeler que malgré ce consensus, en l'occurrence avec la France, elle a un autre point de désaccord, c'est notamment l'avenir des avoirs russes qui ont été gelés en Europe et qu'une partie des acteurs européens et notamment la Commission européenne aimerait pouvoir reverser temporairement aux Ukrainiens. Giorgia Meloni s'y oppose. Et donc, il y aura aussi un grand bras de fer entre deux chefs d'État, de gouvernement que l'on souhaitait plus ou moins voir comme étant dans une espèce d'harmonie. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, on les avait d'abord décrits comme antagonistes, mais finalement on avait vu qu'il y avait beaucoup de sujets sur lesquels ils se rejoignaient. Et là finalement c'est un sujet, c'est un plan sur lequel Emmanuel Macron aime beaucoup se mettre en scène. Il va véritablement avoir un sujet qui interroge ce que représente l'Union européenne en tant que force éventuellement étatique avec la signature d'un traité, mais également sa stature à l'international. Donc ce serait assez intéressant de voir comment se déroulent les choses. Sauf que les deux leaders ne sont pas du tout dans les mêmes dynamiques, Hélène Rouet. Ah oui, ça c'est le moins. ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais oui, ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler rapidement entre eux. Alors, vous évoquiez, Elliot Maman, cette puissance européenne. Elle passera, donc puissance économique évidemment pour faire face aux enjeux internationaux, mais donc puissance militaire. Hein, cela a été évoqué par Emmanuel Macron. Je propose de l'écouter. La guerre continue de sévir sur le sol européen avec une intensité particulière depuis que la Russie a décidé d'une nouvelle agression de l'Ukraine, voilà bientôt 4 ans. Alors que la loi du plus fort tente de s'imposer dans les affaires du monde et que notre Europe est assaillie de toutes parts, nous devons défendre notre indépendance et nos libertés. Notre indépendance exige que nous continuions d'investir dans nos armées, dans nos forces de sécurité, dans nos services publics et notre économie malgré les difficultés financières. L'Europe de la défense a longtemps été un débat, elle a commencé de se faire et en 2026, cela accélérera. Dès le 6 janvier prochain, à Paris, de nombreux États européens et alliés prendront des engagements concrets pour protéger l'Ukraine et assurer une paix juste et durable sur notre continent européen. L'Europe de la défense, Arthur Delaborde, est-ce que c'est quasiment aujourd'hui, on va dire tout simplement inévitable ? En tout cas, c'est ce que porte Emmanuel Macron depuis 2017. Parce que la situation actuelle ne l'impose pas. Oui, ça c'est certain que la configuration, la guerre sur le continent renforce cette exigence et c'est d'ailleurs ce qui a permis quand même à Emmanuel Macron d'avancer, puisque au début c'était quand même compliqué au cours de son premier quinquennat. Là, il a quand même obtenu des engagements financiers importants. Enfin, il n'est pas le seul à l'avoir obtenu d'ailleurs, mais la situation en Ukraine a conduit les Européens à renforcer leur participation budgétaire à cet effort de défense. Il y a des points sur lesquels Emmanuel Macron n'a toutefois pas obtenu gain de cause. C'est notamment ce qui, ou en tout cas, n'a pas obtenu pleinement gain de cause. C'est la question de la préférence européenne dans les achats d'armement. On sait qu'il a poussé cette idée de préférence européenne, sachant que ça pouvait évidemment bénéficier à l'industrie de défense française et que finalement les clauses introduites dans les accords qui ont été trouvés à Bruxelles ne mettent pas clairement en évidence cette préférence européenne et que une bonne partie de nos alliés sur le continent vont continuer à largement acheter des appareils, des équipements américains. Hélène Rouet. Il y a une autre phrase aussi qu'il dit dans cette partie que je trouve intéressante. La loi du plus fort s'impose à nous. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça quand on regarde la place aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans ce conflit. On a un peu le sentiment quand même que récemment en tout cas, que les dirigeants européens essayent d'organiser des réunions, ils essayent un peu d'exister à côté du géant Donald Trump qui lui essaye d'imposer la paix de son côté entre Zelensky et entre Poutine. On a quand même l'impression que c'est assez curieux d'employer la loi du plus fort plutôt que de dire tout simplement de l'autre côté de l'Atlantique. Dans l'IB aujourd'hui, on disait d'Emmanuel Macron sur la scène internationale qu'il était écouté poliment, mais que la parole ne pesait plus. Mais est-ce que la parole peut peser justement avec une Europe de la défense un peu plus forte ?
Mais c'est toute la question. Je dirais qu'il y a une chose, en effet, que la guerre en Ukraine nous a appris, et peut-être que ça s'est véritablement matérialisé cette année, c'est que la dissuasion nucléaire ne fait pas tout. Parfois même, la dissuasion nucléaire peut se retourner contre nous. Et donc l'idée selon laquelle on peut se désarmer par rapport à nos armes régulières, parce que de toute façon, on a l'arme nucléaire pour répliquer en cas de nécessité, on a bien vu qu'en réalité, ça ne fonctionnait pas véritablement. Et qu'il faut réussir à constituer un certain arsenal d'armes totalement régulières qui sont totalement indépendantes de la force nucléaire. Oui. Et ça, c'est peut-être quelque chose où, de toute évidence, Emmanuel Macron est plutôt conforté dans ses convictions européennes, europhiles, parce qu'on voit bien que l'état de l'industrie française étant ce qu'elle est, on ne va pas parvenir à se réarmer de manière indépendante, et que tant qu'à faire, puisque l'on ne sait pas exactement en toutes circonstances où se positionne l'État, l'allié américain, mieux vaut en effet pouvoir le faire en européen, comme il le dit, même si, une fois encore, cette locution est absolument impropre en français. On ne réfléchit pas en européen, puisque c'est une nation, en l'occurrence, il le voit comme une origine et pas du tout comme un... Enfin bref, je laisse ça de côté. Et peut-être que le deuxième point sur la question, c'est aussi qu'il y a quelque chose de très prégnant. Vous savez, c'est l'un des grands moments d'histoire de la 4e République, lorsque le général de Gaulle, par la politique de la chaise vide, a fait échouer les négociations pour la CED, la Communauté Européenne de Défense. Et peut-être que finalement Emmanuel Macron, de manière détournée, fera finalement renaître ses ambitions d'armée plus ou moins communes, même si là on parle bien de mutualisation de logique militaire et pas du tout de fusion d'armées nationales dans un même ensemble européen. En tout cas, 2025 aura été une année de prise de conscience. Alors je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais on a eu un Emmanuel Macron peut-être moins alarmiste qu'il a pu l'être il y a quelques semaines, à l'époque où on avait le sentiment que la guerre était à nos portes et qu'il fallait s'y préparer, pour citer le chef d'état-major, à perdre des enfants. Oui, c'est vrai, il était moins alarmiste, comme on l'a dit. Le ton, l'exercice qui demande ça. Oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on aurait pu penser que ça allait prendre, par exemple, les 3/4 de son allocution, parce qu'on sait à quel point il veut, lui, peser à l'international, il veut exister sur ce sujet. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il faisait plus rappeler des faits et un petit peu organiser la suite qu'être très alarmiste. Je pense qu'il a aussi bien retenu la leçon de ces dernières semaines, quand ça s'est passé, quand il a vu effectivement la manière dont certains médias ont réagi, la manière dont en fait les Français ont réagi face à ces discours alarmistes qui en réalité faisaient peur et étaient très improductifs. Donc effectivement, il a juste donné le petit mot sur le service national, qui en plus est une idée qui peut être saluée de toutes parts. Une allocution de moins de 10 minutes pour le président Emmanuel Macron, qui a donc adressé il y a une demi-heure ses vœux à la nation. Et pour en parler, nous sommes toujours en studio avec la journaliste du JDD, Hélène Rouet, le journaliste politique d'Europe 1, Arthur Delaborde, et puis Elliot Maman, éditorialiste et chroniqueur politique. Je voulais vous faire écouter un petit extrait de cette intervention présidentielle. Quelque part, Emmanuel Macron a donné le programme de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Écoutez. Je sais toutes les impatiences, parfois les colères qui continuent d'exister dans le pays, et je partage plusieurs d'entre elles. Ces urgences exigent des réponses. Dès les premières semaines de l'année qui s'ouvre, le gouvernement et le Parlement auront à bâtir des accords pour doter la nation d'un budget. C'est indispensable. Dès le début de l'année 2026, il faudra agir, soutenir nos agriculteurs face aux crises et les protéger de décisions qui peuvent menacer notre capacité à produire comme notre sécurité alimentaire. Renforcer encore notre économie en simplifiant les règles pour nos entrepreneurs comme pour nos agriculteurs. Persévérer dans nos efforts contre l'insécurité et mener sans relâche la lutte contre les trafics de drogue sous toutes leurs formes. Continuer à reprendre le contrôle de nos frontières françaises et européennes face à l'immigration illégale. Pour tout cela, je sais le gouvernement à la tâche et le Premier ministre déterminé à être utile au pays. Cela supposera aussi la mobilisation de chacun et les efforts de tous. Voilà, urgence sur le budget, sur l'agriculture, sur l'insécurité, sur le narcotrafic, sur les incivilités et sur le contrôle de nos frontières. Hélène Rouet, répondre à ces urgences, c'est très bien, mais avec quelle marge de manœuvre ? Alors déjà très très faible, parce qu'on sait à quel point il est compliqué aujourd'hui de faire passer un projet de loi ou une proposition de loi dans cette assemblée fracturée. Donc une marge de manœuvre très faible. Mais moi, ce qui me marque vraiment dans cette allocution, il n'y a pas d'annonce. C'est-à-dire que oui, il faut lutter contre le narcotrafic et soutenir les agriculteurs.
Oui, bah jusque-là, a priori, tout le monde est d'accord. C'est vrai qu'il n'y a aucune annonce, il y a seulement des vérités que les Français veulent entendre, mais c'est vrai qu'il fait seulement une phrase sur le narcotrafic, une phrase sur l'insécurité, bien sûr. Mais alors, et c'est marrant parce que la seule chose qu'il veut vraiment mener à son terme, on a l'impression dans cette allocution, pardonnez-moi, mais c'est la fin de vie. Mais quel symbole, c'est-à-dire qu'en 10 ans, même sa plus grande réforme, à savoir la réforme des retraites, c'est une réforme qu'il a réussi à détricoter lui-même. Que va-t-on retenir de ces 2 quinquennats? Une loi qui facilite l'euthanasie et le suicide assisté. Bravo pour la symbolique. Arthur Delaborde, c'est peut-être cela que Emmanuel Macron va essayer de faire dans l'année et demie qui lui reste, c'est de laisser une trace positive dans l'histoire de France, ou en tout cas sur des réformes sociétales, puisque ce sont ces dernières marges de manœuvre. Effectivement, on a parlé de la fin de vie, on a parlé donc du retour d'un service militaire, mais également donc des réseaux sociaux. Il y a, on va développer ce sujet dans un instant ensemble, mais est-ce qu'il y a effectivement cette volonté, puisque la réforme des retraites a été mise entre parenthèses pour ne pas dire abandonnée, de laisser quand même une trace dans l'histoire de France? Bah écoutez, oui, c'est quelque chose qui, je suppose, anime Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il vient de vivre quand même une année compliquée. Il a dû renoncer à peut-être la seule réforme de son second quinquennat avec cette suspension de la réforme des retraites. Il n'a pas totalement renoncé en réalité, mais c'est quand même un marqueur politique très fort. L'incapacité à faire passer un budget, et on va le voir dans les semaines à venir, ça risque d'être compliqué. Et puis, faut rappeler que la loi spéciale qui nous gouverne actuellement coûte quand même très cher, notamment en termes de confiance des marchés, des acteurs économiques. Donc, Emmanuel Macron veut se projeter dans l'action, alors qu'il est très affaibli sur le plan de la politique intérieure. Il se retranche sur des sujets relativement consensuels, parce que c'est vrai que quand on regarde les enquêtes d'opinion, la fin de vie, c'est quand même quelque chose qui est largement soutenu par une majorité de Français. C'est d'ailleurs un des sujets qui aurait pu potentiellement, et qui va peut-être, mais ça m'étonnerait qu'il aille jusque-là. Il n'a pas reparlé d'ailleurs de non. référendum. C'est vrai qu'on ne parlait pas d'annonce, mais l'année dernière, cette promesse qu'il avait fait... Alors, à l'Élysée, on nous explique qu'il n'avait pas promis de référendum. Il avait simplement, c'est vrai que quand on prend la phrase exacte, dit qu'il inviterait les Français à trancher sur un certain nombre de sujets, et que finalement, il l'a fait avec cette convention citoyenne sur les temps de l'enfant. C'est une manière de retomber sur ses pattes. Oui. Et puis c'est une manière de dire que la promesse n'a pas été respectée. Et donc, évidemment, il ne s'est pas risqué une seconde fois à faire une promesse qu'il ne va de nouveau pas respecter en 2026. Et je crois que ce sont des conseillers d'Élysée un peu narquois qui faisaient répondre ce bruit avec un peu d'ironie auprès des journalistes qui faisaient remarquer à l'Élysée que la promesse n'avait pas été remplie. Ils le disent quand même avec un certain sérieux, parce qu'il faut bien qu'ils répondent aux journalistes. Mais cette convention citoyenne sur le temps de l'enfant, je crois que personne n'a entendu parler. Il y a eu des propositions qui ont été faites et qui, de toute manière, ne sont pas encore traduites dans la loi. Évidemment, quand il a lancé ce message-là, tout le monde pensait au référendum, mais on reconnaît quand même à l'Élysée que l'instabilité politique a empêché cette volonté d'Emmanuel Macron. Il y avait encore aussi la possibilité qui circulait, qui puisse éventuellement saisir ce levier du référendum sur la régulation des réseaux sociaux, qui est un peu devenu le nouveau sujet qui occupait l'Élysée. Alors là aussi, 90% des parents sont pour, donc il risque pas de se tromper là-dessus. Non. Alors ça dépend jusqu'où il va aller, puisque les annonces sont attendues fin janvier, parce que là on connaît déjà le projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, mais il va aller plus loin, notamment en matière de régulation des algorithmes et sur l'ingérence étrangère. Là, il se peut qu'il y ait des mesures qui fassent moins consensus, qui soient brandies par l'Élysée. Est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Il a voulu préparer le terrain avec ce Tour de France auprès des lecteurs de la presse quotidienne régionale, qui a quand même assez peu marqué l'opinion et assez peu de relais également. Et lui, il espérait, j'imagine, grand débat. Exactement, on est quand même très loin de ça.
Donc préparer l'opinion sur ces sujets-là, l'opération n'est quand même pas remplie à 100%. Jusqu'où il va aller, on verra ça dans les prochaines semaines, puisque il devrait encore effectuer une ou deux étapes de ce Tour de France avant d'entrer dans le vif du sujet avec des annonces. C'est en tout cas ce qu'on nous promet à l'Élysée. Alors effectivement, la loi pour faire une petite parenthèse sur cette loi sur les réseaux sociaux devrait très vite arriver au Parlement avec seulement 2 articles, un pour interdire le téléphone portable au sein des lycées, puis l'autre pour plus que mettre une majorité sur les réseaux de 15 ans, une majorité numérique, on va plus loin, on interdit aux plateformes d'accueillir donc en tant que client et inscrit donc des mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que cela va être accepté par tout le monde? Et puis surtout la question que je vous pose à tous les deux, Elliot Maman, est-ce que cela va être efficace? Mais alors en effet, c'est demandé par les parents. Oui, c'est ça. On a un cas qui nous permet de prendre un tout petit peu de recul parce que l'Australie, il y a un peu plus d'1 mois, a précisément appliqué exactement cette même mesure. Alors, en l'occurrence, en Australie, l'âge limite a été fixé à 16 ans. Là, en France, on parlerait plutôt de 15 ans. Alors, on se rend compte de 2 choses. D'abord que un point sur lequel on ne revient peut-être pas assez dans nos débats en France, c'est que oui, il y a évidemment l'effet absolument désastreux des algorithmes sur la santé mentale des plus jeunes parce que le processus même est totalement décérébrant et parce qu'en plus on nous soumet à des contenus qui eux-mêmes ne sont pas exactement en faveur de la santé mentale, on va dire. Mais il y a un autre point qui était intéressant dans le débat sur la question en Australie, c'était aussi que les réseaux sociaux pouvaient être une arme pour les prédateurs qui veulent s'approcher des enfants, qui veulent prendre contact avec des enfants afin précisément d'avoir plus ou moins une messagerie directe avec eux. Et ça, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui, de toute évidence, peut faire consensus. C'est d'ailleurs pour cela qu'un Emmanuel Macron en fin de règne, qui n'a plus de prise sur le cours des choses politiques, décide de se focaliser sur cette question-là. En revanche, deuxième point, ce que l'on a vu en effet en Australie, c'est que les jeunes sont très ingénieux. D'ailleurs, ils sont nés avec les technologies et que, en réalité, les méthodes de vérification des âges qui sont mis en œuvre sont bien souvent contournées. Oui. Et par ailleurs, il y a même aussi parfois des parents, pardonnez-moi, qui peuvent acheter plus ou moins la paix sociale en disant oui, mais alors puisque je t'autorise à faire quelque chose qui est interdit, là vraiment, tu vas te limiter, tu ne feras pas plus de tant de minutes par jour, etc. On a plein de témoignages qui vont dans ce sens-là en Australie. Donc en effet, c'est encore un exemple de la post-politique, c'est-à-dire quand on ne sait plus que faire pour avoir véritablement des prises idéologiques, on se rabat sur des sujets qui sont complètement consensuels et qui, en définitive, n'ont strictement aucun effet sur notre quotidien. Hélène Roé. Elliot a effectivement très bien résumé. Le projet de loi en lui-même, effectivement, il est très intéressant. Et par ailleurs, il est bon. Et moi, je salue un peu le changement de logique aussi dans lequel se place le gouvernement là-dessus. On était dans une logique un peu, vous savez, avec tous ces beaux mots, l'éducation, faire de la prévention auprès des enfants, faire un peu de la pédagogie. Là, le gouvernement nous dit non, bon, maintenant, ça va être une interdiction pure et dure. Vous n'avez plus le droit d'être sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense que ce changement de logique, il était nécessaire face à ce problème. Vous avez évoqué la santé mentale. Il y avait aussi, là, on arrive carrément dans un problème sanitaire parfois avec nos jeunes. Il y a des problèmes, c'est des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, les troubles de la concentration, sans même parler des immenses dérives des réseaux sociaux à ces âges-là, comme le harcèlement par exemple, qui inquiète de nombreux parents. Je pense que le projet de loi, vous avez raison, il peut faire un vrai consensus et c'est une bonne idée. Mais quelle va être l'application réelle? Ah oui, mais je voulais dire aussi sur le deuxième projet de loi sur les écoles, très bien aussi, resanctuariser l'école pour ce qu'elle est vraiment, et non pas un endroit où on se filme à faire des danses TikTok et à perdre son temps quand on est un élève qui est censé apprendre. Donc ça évidemment, sur le fond, c'est une bonne chose. Mais sur l'application réelle, face aux géants aujourd'hui du numérique, et face, vous l'avez dit, à des ados de plus en plus ingénieux, ça semble très compliqué. Dès lors que vous avez un téléphone dans la main, évitez tout réseau sociaux, parce que même les plateformes, elles vont pas se gêner. Ça va forcément être une rente en moins pour eux, ça va être compliqué. Donc il va y avoir vraiment des choses de contournement qui vont être mises en place et ça semble très compliqué. Arthur Delaborde, je vous laisserai le mot de la fin sur cette séquence d'Emmanuel Macron. Il a démarré son allocution en disant « Grâce à vous, nous tenons ». Mais est-ce que ce n'est pas lui qui tient? Comment comprendre cette phrase « Nous tenons », mais nous tenons face à quoi? Nous tenons alors qu'il y a une déstabilisation géopolitique majeure, une instabilité politique en France, c'est ça le message. Et on nous avait promis des vœux d'action, forcé de constater qu'on est quand même assez loin du compte. Merci Arthur Delaborde de nous avoir éclairé donc suite à cette allocution présidentielle.